Bonjour à tous et toutes. Bienvenue à cette conférence. Je me nomme Maude Pouliot. Je fais partie du partenariat de recherche Famille en mouvance et je vais présenter la conférencière en remplacement de Délia. Quelques petits mots sur le partenariat de recherche. Nous sommes une équipe de chercheurs, acteurs communautaires, gouvernementaux également qui vient de souffler ses 25 bougies. Le partenariat donc vise à soutenir la recherche sur les familles et les couples au Québec en multipliant les opportunités de collaboration et de diffusion entre les milieux. J'ai le grand plaisir d'inviter Marie-Ève Paré, qui est anthropologue juridique et qui s'intéresse au rapport aux droits des familles et des couples. La présente conférence est l'occasion, en fait, pour Marie-Ève de présenter un pan encore inédit de sa recherche postdoctorale sur le rapport aux droits des immigrants en contexte de séparation conjugale. Au cours de ses recherches, elle a pu observer une multitude de stratégies et de ressources mobilisées par les femmes africaines pour résoudre des conflits conjugaux sans avoir à recourir aux droits. Et c'est sur ces stratégies-là que la chercheure se penchera aujourd'hui. Je lui cède la parole pour un exposé d'environ 40 minutes, à l'issue desquelles nous ouvrirons le plancher, ou plutôt les écrans, pour une période de questions. Alors, merci beaucoup et Marie-Ève, à toi. Merci. Donc, l'objectif un peu de la présentation aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que on va regarder les conflits dans les familles, puis on peut se demander pourquoi on étudie les disputes, les conflits dans les familles. À la limite, est-ce que c'est pas un peu voyeur? Parce que on s'entend de ce que je vais voir, ce que j'ai eu comme histoire, c'est toujours... Oh, excusez, j'ai un peu de misère avec tous mes écrans en même temps. Et en fait, c'est pas voyeur, parce que c'est sûr qu'un conflit, c'est émotionnellement très difficile dans les disputes dans les familles. Ça peut être dramatique, surtout si ça mène à une séparation. Mais d'un point de vue sociologique ou anthropologique, c'est pas une dysfonction du social. C'est pas une anomalie de conflit. En fait, il y a des conflits dans toutes les circonstances, dans toutes les échelles de la société, dans toutes les familles. Je pense pas qu'on peut rencontrer aucune famille ou aucun couple qui diront qu'ils se sont jamais disputés. Et à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'on peut nous apprendre des conflits? Parce que les conflits, c'est des révélateurs de normes. C'est aussi les moments où est-ce qu'on va voir les transformations. Par exemple, ils vont les catalyser ou c'est un moment qui l'illustre. Donc, si on suit les conflits, on est en mesure justement d'un petit peu plus comprendre qu'est-ce qui est important pour les personnes, quels sont les comportements qui sont valorisés et aussi comment ils changent. Parce que quand on fait un conflit, on peut soit affirmer que ce comportement, il y a une entrave et qu'il faut changer, ou on peut dire, ben oui, ça a changé, puis dorénavant, on va faire ça autrement. Donc, les conflits à ce moment-là, parce que quand tout va bien, si vous posez une question sur le terrain à quelqu'un, si tout va bien, ben il va dire qu'il n'y a rien à dire. Mais quand il y a un conflit, ben là, on a plein d'informations qui viennent apparaître, puis on a toute l'histoire qui sort. Donc, moi, j'ai l'habitude de travailler avec ça, autant quand j'étais au Burkina, j'en ai fait un petit peu au Rwanda, depuis que je travaille sur le Québec, en voyant les conflits dans deux grandes familles. Puis c'est vraiment c'est un peu un procédé pour réfléchir. Il y a des conflits qui peuvent rentrer dans plusieurs catégories. Il y a souvent des conflits qui émergent du fait que les structures sociales vont amener des conflits, de toute façon. Là, on pense justement, si on ne se comporte pas de la façon attendue, mais si on pense aussi aux rapports de genre, les rapports de genre sont des rapports de pouvoir, c'est des inégalités sociales et inévitablement, ben, il y a des conflits qui peuvent en sortir parce que quand il y a du pouvoir, il y a toujours un petit peu de résistance, il y a toujours un ajustement et les gens ont une certaine agentivité. Il y a aussi des conflits qui peuvent, eux, naître du fait qu'il y a un changement dans l'environnement, un changement social qui va se produire. Par exemple, s'il y a des nouveaux comportements qui arrivent, s'il y a un changement économique, s'il y a une renégociation des identités, des rôles, à ce moment-là, ben, il peut y avoir une tension qui va émerger, il va y avoir des discussions et des fois, ça peut vraiment prendre de l'ampleur. Et évidemment, là, on va parler d'un contexte migratoire. Il n'y a pas plus gros changement peut-être dans la vie de quelqu'un que d'émigrer. Surtout quand vous immigrez d'une société complètement différente, avec des modèles et des pratiques différents. Donc, ça crée beaucoup de pression et beaucoup de tension. Et à ce moment-là, on peut mieux comprendre qu'est-ce qui se produit au niveau de ces familles-là. Deuxième chose,
Je pense que c'est quand même un peu important de savoir de quoi on parle quand on parle de la famille, parce que votre famille, ma famille, la famille à l'étranger, c'est pas la même chose. Je l'avais mis un petit peu dans le résumé pour que tout le monde ait un peu la même base. Bon, j'ai évidemment une vision très anthropologique de la famille. C'est, à mon sens, c'est une institution universelle autant qu'une institution peut être universelle chez l'être humain, mais elle est culturellement diversifiée. Puis elle porte beaucoup de choses au quotidien. Elle est un microcosme, si on veut. Elle est la reproduction à petite échelle de plein de choses qui se passent dans la société. Puis évidemment, c'est un lieu d'attachement puis de socialisation qui va transmettre plein de choses, de valeurs, puis des biens, mais aussi des idées. Il y a des relations de pouvoir qui, des fois, sont plus importantes selon la société, moins importantes selon l'autre. Mais à tout le moins, il y a souvent un rapport intergénérationnel puis un rapport de genre qui est présent. C'est le minimum. Puis après, ça dépend à quelle dimension on définit la frontière de la famille. Si on est dans le nucléaire, l'étendue, l'extrême étendue. C'est toujours un lieu d'économie. Il y a toujours un moyen de subsistance qui est impliqué dans la famille. Il y a des obligations, il y a des devoirs et des droits et des devoirs juridiques. Donc, il y a quelque chose qui est lié aux normes, qui est lié au conflit, qui est lié à la transmission. Et dans certains cas, il y a aussi une certaine forme de spiritualité très générale, c'est-à-dire à tout le moins des rituels. Il y a toujours des rituels dans les familles, il y a des traditions qu'on pourrait dire de l'ordre de la spiritualité, mais des fois aussi la religion très dogmatisée est présente. Ce qui veut dire, c'est que dans le cas présent, on va se retrouver avec des familles qui ont des modèles qui sont basés, la famille, comme des réseaux de parenté. Donc, les réseaux de solidarité sont extrêmement forts. La famille va être basée autour de grandes familles étendues. Et donc, l'organisation sociale va reposer en partie sur la structure de la famille. Et on va retrouver toutes ces fonctions-là. On arrive ici dans notre modèle à nous, il n'y a pas si longtemps, on était beaucoup plus réseau de parenté, mais on a fait une transformation et on est rendu très individualisé, au point que la famille est peut-être même plus l'unité de base, c'est peut-être rendu l'individu. Puis au mieux, on définit la famille, même des fois juridiquement, pour la filiation, et non le lien marital, mais vraiment le lien de filiation. Donc, une famille pourrait être composée d'un adulte et d'un enfant. Et ça pourrait être le strict minimum. Et à ce compte-là, ben, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de solidarité. Là. Les solidarités familiales sont encore très présentes au Québec ou dans certaines sociétés occidentales, mais ils ne sont pas exprimés de la même façon et on n'a pas une société qui repose sur une structure de parenté à grande échelle. Donc, on voit déjà qu'il va y avoir cette modification-là ou cette différence dans le modèle et de conception qui peut se produire et qui peut être source de tension. Famille nucléaire très petite, pluralité de formes, pas beaucoup de pression sociale sur la façon de faire sa famille versus des modèles beaucoup plus contraignants. Donc, comment je vais présenter, là, je vais faire une petite introduction que tout le monde voit un peu où je me situe, conceptuellement parlant. Une petite rapide présentation de la méthodologie de la présente recherche, quelques caractéristiques générales sur les résolutions de conflits lorsqu'on vient du continent africain, mais avec une grande guillemets, c'est très variable. Et après ça, on va regarder vraiment le cœur du sujet, transformation des conflits dans les familles migrantes d'origine africaine à partir des résultats de la recherche. Donc, rapidement, la recherche que j'ai produite pour mon postdoctorat, c'est une recherche exploratoire. Donc, 15 récits de vie, environ 1h30, 2 heures chacun. Il y a eu des entretiens avec des intervenantes aussi, soit des centres communautaires, soit d'associations religieuses et de l'observation de participants. J'ai analysé les données en partie de façon phénoménologique et aussi thématique pour faire ressortir un peu les rapports qu'il y avait avec les institutions juridiques. On ne va pas aborder cet aspect-là aujourd'hui, mais ça fait partie vraiment du cadre dans lequel j'ai analysé les choses. Toutes les participantes sont d'origine africaine. 2 sont d'Afrique du Nord, donc c'est une exception. Donc, l'Égypte et le Maroc, et les autres d'Afrique subsaharienne. Donc, Burkina Faso, Cameroun, Burundi, Rwanda, Guinéen, et je pense que ça couvre à peu près les 11, Sénégalais aussi. Donc, ce qui est quand même des populations d'origine africaine qui sont assez présentes à Montréal. Et ils ont tous été mariés à l'étranger. Ils ont eu peu ou pas de vie commune avant le mariage. Et souvent, donc leur première cohabitation, c'est au moment qu'ils sont mariés. Ce qui peut apporter aussi son lot de surprises. Ils ont tous des enfants en charge et dans beaucoup de cas, ils ont connu une forme de violence
Ils ont vécu beaucoup d'isolement. Donc, ça situe un peu le portrait des personnes. On pourra en parler un peu plus si ça vous intéresse dans la période des questions. Donc, regardons les caractéristiques des résolutions de conflits en Afrique. Je l'ai super gros simplifié. Il faut vraiment qu'on faut se souvenir que ça dépend aussi de la trajectoire de la famille, d'où elle vient, si elle vient elle vivait en zone rurale au départ, est-ce qu'elle vivait en zone urbaine? En zone urbaine, on peut retrouver de tous les comportements qui existent dans les grandes métropoles africaines, tous les comportements possibles qui existent. Ça dépend aussi du pays d'origine, de la population, de l'appartenance ethnique, donc beaucoup de choses. Mais il y a certains traits qu'on retrouve, des caractéristiques dans la façon de le gérer. La première chose, c'est que les conflits, quand on les gère, il y a quand même une formalisation, surtout quand on est sur place, dans les pays d'origine, sur la façon de gérer les conflits en dehors de l'institution étatique. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a généralement la recherche d'un consensus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va chercher une solution qui est plus négociée et on ne va pas essayer de culpabiliser une personne. Ça veut dire qu'on partage les tâches et on ne cherche pas un coupable à la fin, ce qui peut être aussi une façon très différente de gérer ces conflits par rapport à ce qu'on connaît. Ce qui veut dire que c'est beaucoup de la médiation et que l'objectif à la fin, c'est toujours soit le maintien, soit la restauration d'un lien social qui peut être rompu. Donc, dans le cas d'un mariage, ça pourrait s'assurer que le mariage tient. Donc, ça, c'est le même facteur très important, c'est la recherche de consensus prévaut. Donc, on va essayer de ne pas faire d'histoire. On va essayer à la fin, même si l'autre personne a été vraiment mauvaise avec nous, selon notre point de vue, on ne va pas essayer de se venger le moins possible. Ça ne fait pas partie de la conception, de la résolution des conflits qu'on voit d'habitude. Ça ne veut pas dire que chaque personne ne peut pas décider autrement, mais c'est une caractéristique. Il y a souvent la présence d'intermédiaires. En fait, les intermédiaires, c'est lorsqu'il y a un conflit, il va sortir de l'unité conjugale, on va avoir des personnes qui vont venir représenter, pas comme un avocat, mais venir prendre la place. Ils vont être choisis en fonction de leur statut. Ça peut être les témoins du mariage, sont très, très utilisés. Ça peut être aussi un aîné. Ça peut être un oncle, une tante, un ami. Ça va dépendre de son statut social. Ça pourrait être un imam, un prêtre. C'est des personnes qui vont venir, deux intermédiaires vont se présenter, c'est eux qui vont essayer de négocier la solution au conflit. Ça se voit beaucoup dans les cas d'adultère. Beaucoup quand c'est l'homme qui a fait l'adultère, et moins quand c'est la femme. C'est plus répétitif quand c'est la femme qui est responsable de l'adultère. Et finalement, il y a une progression hiérarchique des conflits. Ça veut dire quoi? C'est qu'on essaie le plus possible de toujours régler un conflit dans le lieu où il est né. Donc, si ça reste dans le groupe, on le cache le plus possible. Et si ça sort, on va aller au niveau de la deuxième niveau, donc la famille plus proche, ou l'entourage, qui eux-mêmes, mais à ce moment-là, le conflit, le lien à restaurer, c'est plus celui conjugal, c'est celui de la communauté. Chaque niveau de progression de résolution implique un lien social beaucoup plus important à maintenir et plus d'intervenants et plus d'implications et plus le conflit devient gros. Ça peut expliquer pourquoi, d'une certaine façon, on veut le garder petit, mais et ça fait une progression en niveau hiérarchique. Donc, de plus d'implications, plus de personnes, plus de désordre. Ça donne un peu des éléments de réflexion pour y penser. Et ça nous amène à juste un petit mot rapide. Une des solutions principales pour régler un conflit, c'est l'évitement des conflits. Mais ça, c'est assez tout le monde. Si on peut éviter d'avoir un conflit, ou si le conflit sort, on va tout faire pour pas... on va soit, par exemple, prendre la fuite, pas parler, refuser. Un des symboles, quand on était sur place, dans les terrains, sur le continent africain, là, on avait beaucoup de signes, d'objets qui sont significatifs, qui vont imager qu'il y a un conflit sans le verbaliser, mais ça pourrait être aussi juste de refuser de manger. Et c'est pourquoi c'est important parce que je vous en parle, c'est parce qu'ils vont revenir. Ils reviennent ici. Ils ont continué d'exister, ces processus-là d'évitement de conflit, de même que les différents points que je vous ai présentés ici. Ce qui nous amène à parler rapidement la vision du mariage, et ça c'est important, et ça vaut autant pour ici que là-bas, c'est aussi présent énormément dans les récits. La famille ou le mariage, c'est le mariage qui fonde la famille, première chose pour ces communautés-là. Donc, et la descendance, c'est la conséquence logique du mariage et donc de la famille. Mais si vous avez des enfants avant, ça ne fonde pas une famille. C'est le mariage qui permet la famille, qui existe. Et le mariage implique généralement
l'alliance entre deux grandes parentèles. Donc, c'est quelque chose qui est au-delà du conjoint. C'est quelque chose qui implique beaucoup de personnes et la volonté des conjoints est, dans certains cas, pas nécessaire pour le maintien de la relation. Mais bien que beaucoup de choses ont changé aujourd'hui. Le mariage va reposer, ce sont des sociétés qui sont très hiérarchiques généralement, mais aussi basées sur une idée complémentaire. Donc, on est différents, on n'a pas les mêmes statuts, mais on n'occupe pas les mêmes fonctions non plus. C'est parce c'est comme des casse-têtes, un peu un système, cette idée-là. Donc, et dans la famille, ça va paraître beaucoup par rapport au rapport de genre qui vont mettre de l'avant des identités féminines et masculines très fortes, basées sur leur fonction sociale, parce que c'est un peu plus abstrait ça, mais si on veut, dans les questions, on reviendra. Mais ce qui va amener, c'est que on va diviser beaucoup les tâches dans la famille, mais ça fonctionne extrêmement bien pour eux quand il y a beaucoup de monde autour pour venir t'aider. Quand tu as un réseau de solidarité et que plusieurs femmes peuvent venir aider à la prise en charge des enfants et plusieurs hommes peuvent venir aider pour certains aspects. C'est plus difficile à faire fonctionner quand tu n'as pas ce réseau-là. Et dernier élément très important, l'importance du chef de famille. Le chef de famille, c'est une position qui va être négociée. Elle n'aura pas le choix, mais elle fait mal à négocier. Dans les conflits, c'est vraiment c'est perdre l'idée que le mari soit le chef de la famille. Et c'est très important aussi que pour tout le monde le note bien, chef de famille, ça ne veut pas dire prendre toutes les décisions. Ça veut simplement dire être la personne responsable d'assumer socialement la décision. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue dans les couples. Ça veut dire qu'à l'extérieur, c'est la personne sur qui prend aussi la responsabilité. Donc oui, il y a peut-être le veto final, mais c'est pas comme ça, normalement, qu'au quotidien, ça va fonctionner. Donc oui, c'est un rapport inégalitaire, mais c'est pas un rapport qui est vu comme... En fait, ça leur donne plus de droits, mais beaucoup, beaucoup d'obligations versus l'épouse qui, elle, son niveau de fonction sociale est à une autre place. Et là, je vous ai mis 2 citations qui viennent des entretiens qui, sont très explicites, mais qui représentent assez bien ce que les femmes disaient, ce que on leur a appris sur le mariage. Et ça leur montre que pour elles, c'est la femme qui soutient le couple, qui tient le mariage. Et que il y a toute cette conception-là très présente qui va dire que mais l'homme, il est un peu plus sauvage, puis c'est à la femme de s'en occuper. Ce qui fait que quand ça fonctionne pas, quand il y a un conflit, bien souvent, c'est la faute de la femme aussi parce qu'elle n'a pas fait son travail de bien gérer son mari. Donc, on peut le voir, c'est si tu as une bête sauvage et toi, en tant que femme, tu dois apprendre à apprivoiser la bête et faire en sorte qu'elle ne morde pas. Si elle mord, c'est que tu l'as mal dressée. Donc, je trouvais que l'image était quand même drôle parce que la façon que c'est mis en image, mais c'est vraiment quelque chose qui est fréquent, qui est ramené beaucoup dans la façon et qui va justifier certains comportements de résolution de conflit. Donc, jusqu'à maintenant, et qu'est-ce qui se passe quand on immigre? Bien évidemment, tout le modèle, tout l'environnement va perdre beaucoup de références. Et quand les familles vont immigrer, c'est très stressant immigrer. Pas juste parce qu'on ne sait pas où on s'en va, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'obstacles à l'intégration et beaucoup de choses à gérer rapidement au quotidien. Donc, on pense beaucoup à l'isolement, mais les barrières linguistiques, l'économie. Il y a beaucoup de défis économiques, de déqualification professionnelle qui amènent un changement de statut, qui amènent aussi une obligation à renégocier les rapports de genre parce qu'il n'y a plus la famille élargie pour soutenir autour. Et donc, ça va faire des grands bouleversements dans la famille, mais très rapidement. Et donc, inévitablement, des tensions vont sortir parce qu'on ne peut pas faire comme on faisait avant parce que ça ne marche pas concrètement. Là. C'est un choix pratique. Ça ne fonctionne pas. Si 2 personnes doivent travailler, une seule personne ne peut plus s'occuper tout seul des tâches parce qu'il n'y a personne. Tu ne peux pas engager quelqu'un, tu n'as pas une cousine qui va venir aider. Donc, il faut renégocier parce que pratiquement, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est vraiment des décisions pragmatiques. Et je vous donne un peu un exemple de ce que quelqu'un, une des participantes a dit. Quand on est arrivé, on ne connaissait personne. C'est très stressant. On n'a pas d'emprunt d'argent. Même les enfants étaient encore jeunes. Mais le temps d'avoir des allocations, on parlait des allocations gouvernementales, ça prend du temps. On a pu survivre avec mes économies. J'ai intégré la compagnie.
Mon mari était étudiant, j'ai commencé à avoir un salaire. Heureusement, il payait bien. C'était pas de l'exploitation, ce qui n'est pas le cas pour toutes les familles immigrantes. J'ai commencé avec cet emploi pour aider la famille pour subvenir aux besoins. Donc, changement de profession complètement. Trouver un emploi dans des centres d'appel parce que ça prend peu de qualifications. Et même si cette personne-là a des diplômes, un diplôme de maîtrise, ben c'est pas, il y a une reconnaissance d'équivalence, mais il n'y a pas l'expérience au Canada, donc pas nécessairement accès au poste qui pourrait correspondre. Et ce qui fait que ça fait des périodes troubles. Et pour la suite, ce couple-là, c'est un des rares couples qui est encore ensemble, qui a survécu à la période des tensions. Et ça a amené énormément, ce qu'elle me dit, de travail sur la façon dont il allait gérer le quotidien. Parce qu'il y a eu beaucoup de disputes pour finalement arriver au bout d'une dizaine d'années à une période d'accalmie. Donc, dans les témoignages que j'ai eus, la cause des conflits les plus fréquents, tous les couples ont eu des conflits liés à l'argent et au rapport de genre, tout le temps. Et c'était vraiment un constat, ça revenait continuellement. D'une part, peut-être parce que l'argent est manque, donc ça fait un stress dans les familles. Quand il n'y a pas de manque d'argent, ça peut causer des conflits. Mais aussi les allocations qui peuvent venir du gouvernement qui sont allouées presque directement aux femmes, s'il y a des enfants. Donc, à ce moment-là, bon, qui va gérer cet argent-là? À qui va y aller? Parce que normalement, les budgets étaient séparés. Bon, beaucoup de familles d'origine africaine, les budgets sont séparés. Donc, c'est pas budget commun au départ. Et là, il faut maintenant mettre l'argent ensemble parce qu'on n'y arrive pas. Est-ce qu'on envoie de l'argent dans la famille restée dans le pays d'origine? Si oui, à qui? Qui contrôle ce transfert économique-là? Qui gère le compte de banque? C'est arrivé beaucoup. Il y avait des femmes qui n'avaient pas de carte bancaire. Il y avait des femmes que c'est elles qui travaillaient, mais que c'était le mari qui gérait parce que c'est lui qui avait l'ordinateur. Donc, accès à la technologie. Donc, beaucoup de conflits qui sont liés à l'argent. Liés aux dépenses, qui contrôlent les dépenses, qui payent pourquoi, beaucoup de petites tensions, là. Pourquoi tu t'achètes un café à l'extérieur? J'ai vu dans les comptes que tu t'es acheté un café à l'extérieur, mais tu prépares un café à la maison. Des choses qui étaient ramenées comme ça par les femmes. Il y a beaucoup de conflits qui sont liés par la perte du fait que le mari ne peut plus nécessairement être le seul à être le pourvoyeur de la famille au mode de subsistance. Il y a beaucoup de contestations par rapport à ça parce que l'idée, c'est si on est les deux à travailler, bien, normalement, tu devrais t'impliquer plus dans les tâches domestiques parce que je ne peux pas continuer. Ce n'est pas une volonté de réaffirmer son identité féminine ou masculine selon les principes en cours ici au Québec. Ce n'est pas une quête de droit. C'est vraiment l'idée de ben, je suis tout seul. Je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas continuer à faire tout seul. Donc, il y a cette négociation-là et pour certains conjoints, c'est émotivement difficile. C'est un gros changement d'identité. C'est un gros changement dans le quotidien que pas de faire les tâches domestiques, mais que ce sont des tâches associées aux femmes. Et c'est beaucoup plus là le problème de l'identité qui va se produire. Donc, il faut quand même comprendre le côté émotif de faire ces transformations-là dans la vie de tous les jours, sachant tous les autres stress qui ont lieu en même temps. L'adultère, les adultères sont... En fait, c'est assez particulier parce que je les regarde, puis c'est les mêmes sources de conflits que quand j'ai fait mon terrain qui sortaient. Donc, il n'y a pas de grande différence, finalement, dans ce qui pose des conflits dans les familles. Mais l'adultère est arrivé assez fréquemment. Les femmes n'ont jamais avoué elles-mêmes avoir eu un amant. Ça peut être possible, mais ils ne l'ont pas dit. C'était toujours les hommes. Et c'est vraiment... Là, on a un cas, justement, d'un mari. Et dans son cas, le mari voulait qu'elle reste, qu'il y ait une deuxième épouse, bien que c'était assez peu fréquent, qu'il y ait des demandes. Et la famille du mari, la belle famille, avait décidé d'accommoder ça, même si c'était pas quelque chose qu'il souhaitait. Donc, ça a fait beaucoup de conflits. C'est ça qui a mené au divorce. Mais habituellement, quand il y a adultère, c'est pas ça qui mène au divorce. Les femmes ont tendance à accepter parce que c'est pas un comportement non plus. Ils sont pas surprises que ça arrive. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. C'est quelque chose qui est fréquent, c'est quelque chose qu'on leur a socialisé aussi dans leur enfance que ça arrive. Que les hommes, ben, parce qu'ils sont sauvages, ont tendance, vraiment un gros guillemets, là, dans la façon de... ils ont plus de misère à réfréner leur désir. C'est l'éducation qu'elles ont eue. Et même si ça leur fait de la peine, même si ça pose beaucoup de problèmes, même s'ils vont confronter, elles ne quittent pas nécessairement pour cette raison-là.
S'il y a rupture à ce moment-là, ça va être parce que peut-être que le conjoint a décidé de partir avec et marier la seconde personne, ou parce qu'il y a eu d'autres événements qui se sont produits, qui ont amené justement un contrôle du corps, de la violence. Par contrôle du corps, on pense à des demandes d'avortement, donc aussi des déplacements et de violences conjugales dans certains cas aussi. Donc, ça vous donne un peu les causes des conflits qui arrivaient, mais de tous les niveaux de conflits, des conflits très violents aux petites altercations de la vie de tous les jours. Donc, à travers tout ça, qu'est-ce qui continue dans les processus? Ben, il y a l'évitement de conflits qui continue énormément, de part et d'autre, le mari aussi. Ce ne sont pas des couples, pour ce que j'ai compris, qui ont appris beaucoup à dialoguer auparavant. C'est-à-dire, vu que c'est pas la même façon de construire un couple ou la vision, et qu'il y avait beaucoup de familles élargies autour et qui se sont pas connues énormément avant de se marier. Il y a beaucoup de confrontations directes ou beaucoup de comportements non-verbal pour signifier le conflit, qui peuvent avoir l'air de l'évitement. Donc, soit il y a plusieurs fois, il y a une femme qui est partie. Elle l'a pas dit. Elle est partie avec ses enfants. Elle est juste allée voir une amie. Elle l'a pas dit à son amie pourquoi elle s'en allait non plus. Et c'est le mari plus tard qui réalise qu'il est parti. Il y a aussi, par exemple, je pense à un cas où c'est une famille recomposée et qui a deux enfants qui viennent d'unions différentes et deux enfants en commun. Donc, ils ont 4 enfants à charge. Et le père a une fille, et là, la mère, bon, comme fait les tâches domestiques, demande à la jeune fille de 7 ans de plier le linge, ce qui à 7 ans est possible de faire. Quand le mari rentre, il voit que sa fille plie le linge, il dit rien, il lui demande à sa fille d'arrêter, il finit de plier le linge, qui est en soi un geste marquant de désaccord dans ce couple-là. Et après ça, le lendemain, il y avait tous des projets à faire ensemble. Il n'a rien dit à sa conjointe. Elle dit, j'ai senti que ça lui faisait mal, que j'ai demandé quelque chose. Et le lendemain, plutôt qu'aller porter les enfants à la garderie, il est juste parti, puis il l'a laissé tout faire tout seul. Puis elle devait aller travailler et tout ça. Puis elle dit, le problème, c'est qu'il fallait toujours que je devine ce que j'avais fait la veille pour savoir ce qui aurait pu se produire. Pourquoi j'avais eu peut-être justement un évitement ou il y a une confrontation. Donc, il y a beaucoup de ça. Les évitements de conflit vont durer. Refuser de manger la nourriture qui a été préparée. Donc, ne pas se parler, c'est encore très, très présent pour éviter les éclatements. Par contre, il y a quand même des disputes qui vont sortir et être fortes. Mais il y a quand même cette présence-là de façon qui est la même, qui ressemble énormément à ce qu'il y avait auparavant. Le commérage est toujours quelque chose de très effrayant un petit peu. En fait, le commérage fait partie beaucoup de la réalité de ces familles-là, au sens que je me souviens au Burkina, et ici dans une moindre mesure, mais les femmes, personne commère, mais tout le monde, personne veut être la personne qui dit « moi, je fais pas de commérage », mais il y a toujours ça. Il y a toujours des commérages tout le temps. C'est une façon d'envoyer des nouvelles. Et les gens avaient, dans les couples que j'ai rencontrés chez les femmes, une très grande part que les amis autour, le peu d'entourage qu'elles avaient ici, parce qu'il y a une rupture du réseau de solidarité, qui avaient ici, soient au courant de la dispute. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde se sent le droit d'intervenir dans la dispute. Donc, certaines ont menti clairement en disant, elles étaient parties en centre d'hébergement, clairement menti, moi j'ai une colocation, ils ne veulent pas que je donne l'adresse, parce que je l'ai trouvé sur Kijiji, j'étais avec une Congolaise, mais en fait dans un centre d'hébergement. Donc, va pas dire que ça s'est produit parce qu'elle ne veut pas non plus que l'ex-mari soit au courant. Dans un autre cas, elle va dire, moi je disais toujours que j'étais malheureuse maintenant ici, que je regrettais d'être ici, puis que tout le monde dit, j'étais tombée mieux quand j'avais immigré. Elle avait immigré au départ en France. Quand j'ai immigré en France, il y avait du tissu social, il y avait de l'aide. Mais elle dit, mais dans le fond, je leur disais ça parce que je voulais pas que mon mari pense que j'étais trop contente, au cas qu'il m'enlève des privilèges. Et à ce moment, mais dans le fond, ici, pour moi, c'est le paradis. Donc, vraiment jouer avec la peur des commérages, de pas vouloir que les situations sortent de la famille. Et l'idée, le consensus va demeurer. C'est-à-dire, il y a des cas qui se sont rendus jusqu'en cours, que j'ai suivis, qui m'ont tout expliqué. Et malgré des situations
de violence vraiment importante, il y a toujours cette idée, je veux qu'il voit quand même son père. Je veux pas qu'il y ait un casier judiciaire. Je veux pas, il n'y a pas de vent de détail, il n'y a pas une idée de vengeance qui va vouloir pour compenser. À la limite, elles sont prêtes même dans beaucoup de cas de dire, moi, je veux rien. Je veux rien, toi, t'es bien, j'aimais bien, c'est fini, moi, je veux juste être libre. Donc, vraiment, cette idée-là de trouver une solution qui est négociée, malgré le fait de toute la trajectoire qui pouvait être difficile dans le conflit. Il y a des choses qui ont changé quand même, parce que c'est le contexte. Il y a une déformalisation du processus de résolution. C'est-à-dire, c'était vraiment très bien institutionnalisé dans les pays d'origine, mais en l'absence de tout cet environnement, bien, c'est plus possible parce qu'il y a un éclatement des environnements, il n'y a plus les familles, les femmes sont isolées, le conjoint aussi peut être isolé dans une certaine mesure, donc les familles le sont. Elles se nucléarisent, c'est-à-dire elles deviennent des familles nucléaires. Et à ce moment-là, on n'aura plus cette idée-là de progression hiérarchique. Si on va chercher, il y a encore des intermédiaires qui vont être allés chercher, mais c'est plus un éclatement. C'est tout d'un coup, ça implose. Et on va aller chercher peut-être un travailleur social. Les intermédiaires vont changer, vont être institutionnels. Ce ne sera plus nécessairement la famille. On ne veut pas en parler nécessairement à la famille. Ce qu'on va dire, c'est que la famille transnationale, par exemple, il y a une femme qui racontait, elle disait, je parle à ma mère tous les jours, mais j'ai le goût de dire, ma mère, elle est là, ça fait du bien d'y parler, mais elle n'est pas là pour venir m'aider à garder ma fille de 2 ans pour que j'aille travailler. La famille transnationale, souvent, sont là pour des événements. Ils peuvent venir à la naissance d'un enfant, mais pour les séparations, les divorces, eux, le divorce est quand même très mal perçu. Ils vont insister beaucoup sur cette idée-là de maintenir la relation. Est-ce que tu n'as pas fait tout ce que tu pouvais faire pour garder ton couple? Ils ne sont pas d'un grand secours parce que les normes sur lesquelles ils vont évaluer les problèmes de couple ne correspondent plus à la réalité de la famille parce qu'elle est immigrante et est-ce qu'elle est ici. Donc, on se retrouve vraiment avec quelque chose où la famille est présente, la famille transnationale est présente, mais elle n'est pas utilisée comme auparavant. Et lorsqu'elle est utilisée, des fois, c'est à mauvais escient. Donc, ça n'aide pas parce que ça peut maintenir peut-être un des conjoints dans une position de souffrance ou de désarroi parce que la famille va vouloir maintenir la relation le plus possible, veut protéger soit la femme, soit le fils. Et le couple va maintenir, donc il faut qu'il y ait un éclatement. Et beaucoup vont aller chercher des intervenants communautaires, des travailleurs sociaux, des psychologues, ce qui est offert au niveau des CLSC ou des organismes communautaires. Et à ce moment-là, en changeant de type d'intermédiaire, mais aussi on fait rentrer d'autres idées, d'autres conceptions de la famille. Parce que dans beaucoup de cas, ce qu'on a vu, c'est l'intervenant de travail social va dire, vous êtes immigrante, est-ce que vous avez un problème dans votre couple, et là, vous devriez divorcer, vous n'êtes pas en regroupement, vous n'êtes pas parrainé, donc vous n'êtes pas pris divorcé. Et d'une part, ce que ça fait, ça fait une acceptation sociale du divorce potentiel. C'est-à-dire, il est socialement acceptable. Il est socialement acceptable, même si c'est difficile au Québec de divorcer par rapport à un autre environnement d'un pays d'origine où c'est pas aussi facile, où c'est pas aussi bien accepté, où on peut vivre la discrimination. Toutes ces femmes-là m'ont dit, moi, dans le pays d'origine de la famille, c'est difficile, ça a créé des conflits le fait que j'ai divorcé ici. Donc, il y avait vraiment, ils savent qu'est-ce que ça produit comme effet. Et il y a aussi toute cette idée-là de notre conception de la famille nucléaire, ne pas nécessairement penser à la famille élargie. Donc, changement, ça amène d'autres idées, une idée aussi du rapport de genre qui est différent, qui est vraiment une valeur idéalisée au Québec, qui est une valeur qui est vue comme fondamentale, l'égalité entre les genres, mais qui n'est pas, qui est transmise à travers les institutions, que ce soit lorsqu'elles vont rencontrer des intermédiaires pour les aider ou quand ils vont à l'école ou sur le milieu du travail, c'est à travers ces interactions-là que ces modèles-là vont se produire. Et qu'est-ce que ça produit? Au final, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une transformation des conceptions de la famille et de ses dynamiques, mais ce n'est pas une perte d'importance du mariage. Dans tous les cas, la plupart des femmes vont vouloir se remarier et vont vouloir reproduire encore. Peut-être pas exactement de la même façon, mais le mariage va demeurer une valeur fondamentale. Mais oui, il y a une transformation de la famille et ces conflits-là permettent de le voir et de le comprendre un peu mieux.
Et je conclue un peu là-dessus. Ce qu'on construit, avant de arriver avec les questions, qu'est-ce qui ressort de l'analyse? Les valeurs importantes sont peu changées. C'est-à-dire, le sacrifice envers les enfants, ça n'a pas bougé. Le consensus ne bouge pas. Cette idée-là d'essayer. L'importance, dans une certaine mesure, de réaliser les solidarités familiales. Mais même s'ils sont absents, ils vont continuer à maintenir beaucoup la famille transnationale, vont continuer beaucoup à envoyer de l'argent là-bas, même si ça produit des conflits. Donc, ils vont maintenir cet aspect-là. Les conflits vont être l'illustration des transformations du modèle qui vont aussi les catalyser. Mais ce qui se passe au final, ce n'est pas, et ça je pense c'est très important de dire, c'est pas un choix conscient. On change pas constamment de modèle de famille. On le change parce que l'environnement autour de soi, les structures nous obligent graduellement à s'adapter. Si vous n'avez plus votre réseau de solidarité, si vous n'avez plus votre famille autour de vous, si vous devez compter pour subvenir sur 2 salaires, donc on va falloir renégocier les rapports de genre, les définitions des tâches, ce qui va amener un changement au niveau de l'identité, qui va amener un changement au niveau de l'importance des enfants, de prendre soin, qui va amener un changement de modèle et qui va tendre vers la famille nucléaire. Par contre, si tu leur poses la question, c'est probablement la chose qui nous reproche le plus si on fait un rapport interculturel, c'est vous êtes trop individuel, vous êtes trop sur votre famille nucléaire, alors que vous devriez être plus solidaire. Donc, il y a vraiment, pour eux, ils ne veulent pas approcher trop de ça, mais au final, c'est les interactions, c'est des nouvelles idées qui vont arriver par les interactions. Et c'est pas l'idée, c'est vraiment pas un objectif de dire, moi, je vais changer ma famille, je viens au Québec pour ça. C'est jamais pour ça. Ça arrive. Donc, c'est un processus qui est beaucoup plus graduel et qui se négocie et qui peut produire des tensions. Donc, ça vous donne un peu un aperçu. J'ai essayé de vous donner certains éléments un peu partout. Et à ce moment-là, on peut peut-être commencer la période de questions s'il y a des gens qui souhaitent en poser. Donc, une question de Anna Goudet. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci. Ben, merci beaucoup, Marie-Ève. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant et ça tombe à point parce que ça fait vraiment écho avec beaucoup de choses que je remarque dans ma thèse. Et donc là, ça vient confirmer plein de choses. Donc, ça me fait vraiment du bien de t'entendre. Et je me demandais justement, parce que c'est quelque chose que je remarque dans mes... Parce que moi, j'étudie les couples, justement, immigrants en fonction de leur gestion de l'argent. Et je remarque justement vraiment des changements un peu dans la conception de la famille. Mais ça dépend aussi... moi, c'est pas par rapport à un pays spécifiquement. Justement, c'est des gens qui viennent de plusieurs pays. Et puis, ce qui fait en sorte aussi que les gens changent ou non plus leur conception, c'est beaucoup en fonction donc, du changement de l'environnement, mais en fonction de leurs caractéristiques aussi, justement. Ceux, par exemple, qui viennent avec peut-être plus de moyens financiers ou qui retrouvent plutôt plus facilement une situation professionnelle plus stable et plus satisfaisante, ou ceux qui vivent plus ou moins de discrimination, des choses comme ça. C'est ça qui fait en sorte qu'ils sont plus ou moins protégés face au changement qu'ils ne veulent pas, comme tu le disais, de leur famille, de leur conception de la famille. Donc, je me demandais si toi, tu avais remarqué ça aussi dans ton échantillon, si il y avait quelque chose... Je l'ai remarqué. C'est sûr que moi, j'ai un échantillon qui est plus sujet à la discrimination, qui est au racisme, parce que les personnes venant d'Afrique, c'est plus visible. Et il y en a, on le voit au niveau des statistiques d'emploi, c'est plus difficile. Et il y a aussi cette idée-là. Mais il y avait des couples qui étaient déjà, des commerçants qui étaient déjà plus aisés quand ils sont arrivés ou très éduqués. Et à ce moment-là, ça s'est passé beaucoup plus facilement. C'est-à-dire, il faut que l'option de la négociation soit là. Il faut que le germe soit là à la base, dans la façon que le couple... Donc, souvent, un couple qui est plus éduqué, a plus de moyens, a des bonnes chances de vivre à l'origine dans la capitale, avoir déjà un mode de communication, de dialogue entre eux, qui a déjà des assises ensemble, et que si l'immigration devient à ce moment-là un choix d'immigration économique, c'est sûr que quand on va arriver, le clash peut être plus important. Ça, c'est important parce que l'attente on pense qu'on va obtenir un travail par rapport à quelqu'un qui arrive avec une demande d'asile ou de réfugié.
ils arrivent en statut de réfugié, où ils savent, là, ils sont déjà passés à travers le pire dans leur tête. Mais il y a, plus l'argent n'est pas un souci, on vient de retirer probablement l'une des causes d'origine des conflits les plus importantes. Et à ce moment-là, je pense que la transformation va se faire beaucoup plus doucement. Ça va être moins drastique, les conflits vont moins surgir rapidement. Donc, les couples qui ont maintenu sont souvent justement des couples qui avaient ces moyens-là, puis qui ont pu passer à travers la grosse phase de bouleversement qui sont les 10 premières années d'intégration. Mais c'est ce que moi j'ai vu comme tel. Merci, Marie-Ève. En fait, je note qu'il y a aussi une question dans le chat, donc qui est posée par quelqu'un qui a le pseudonyme G. Agmar. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez poser votre question. Marie-Ève Gagnon-Paré. Donc, je peux peut-être te la lire, Marie-Ève, la question, qui n'a pas de micro. Donc, avec plaisir, je vais lire la question. Alors, donc, merci beaucoup. Présentation fort éclairante. Je me questionne sur le rapport des femmes immigrantes aux intervenantes socio-communautaires en contexte québécois. Donc, je suppose qu'il y avait un conflit au niveau des valeurs véhiculées lors des interventions. Quelle était leur adhésion aux interventions proposées? Ça dépend aussi beaucoup est-ce qu'ils étaient dans leur processus elles-mêmes, c'est-à-dire dans leur trajectoire. Selon certaines femmes, lorsqu'ils sont arrivés vraiment au bout de leurs propres ressources, je pense que ces intervenantes-là sont vues comme une bouée de sauvetage. Donc, l'adhésion est assez forte. Il n'y a pas beaucoup de remise en question de ce qui est proposé parce qu'elles ne connaissent pas beaucoup les ressources. Des fois, quand ils sont rendus à aller au CLSC ou quelque chose, vont y aller. Et là, s'il y a un centre d'hébergement qui existe, par exemple, c'est vu de la violence, mais le centre d'hébergement, ça devient une bouée de sauvetage. Le fait que la travailleuse sociale peut appeler la police, peut aider à faire ça. Donc, oui, il y a vraiment, ils vont suivre les recommandations parce que c'est une façon de connaître aussi les ressources qui existent, qui sont disponibles, qui ne les connaissent pas et d'avoir une personne, un allié à travers ce cheminement-là. Donc oui, définitivement, il y a une adhésion. Par contre, il y a l'autre aspect qui va être mentionné. Oui, les valeurs vont être différentes. Et je pense que la femme immigrante est beaucoup plus consciente que les valeurs sont différentes que l'intervenante par moment. Parce que des fois, c'est normal, on fait partie de la majorité, on oublie qu'on a nous aussi une culture. Que c'est deux personnes qui ont c'est pas juste l'autre qui a des valeurs différentes, mais et parce que la personne est en processus d'intégration, elle est plus souvent bombardée par ces idées-là différentes, donc une acceptation de ça. Mais il y a eu plusieurs ont mentionné, ils nous proposent le divorce vraiment rapidement. C'est vraiment ça. Ils trouvaient que ça arrive vite comme option. Souvent, ils disaient, j'aurais peut-être voulu avoir une forme de médiation, de conciliation autre que le divorce comme option. Donc, on voit aussi peut-être à ce moment-là le clash de valeurs qui va arriver, mais oui, relativement bien suivi. Par contre, ce que je constate, puis ça, je vois dans un autre projet que je fais avec les familles demandeurs d'asile, des fois, le défi, c'est que les intervenants sont peut-être pas ils peuvent pas avoir l'idée de ce que leur proposition, leur intervention va avoir comme impact sur le réseau de cette personne-là. Parce que si le divorce est proposé, puis la femme, elle y va, puis elle suit parce qu'elle en a besoin, mais elle assume aussi peut-être une grosse dispute familiale dans la famille élargie. Il faut qu'elle assume un isolement qui peut-être qu'elle n'est pas prête à faire. Donc, il y a ça aussi peut-être à prendre en compte dans les interventions. Pardon, j'étais mutée. Merci, merci Marie-Ève, aux deux Marie-Ève en fait. Donc Marie-Ève qui avait posé la question. J'ai une autre main de quelqu'un qui a le pseudonyme Audrey. Donc oui, Audrey, je crois que vous avez allumé votre caméra. C'est mon pseudonyme, c'est mon prénom aussi. Bonjour.
Moi, je suis intervenante avec des familles, tout ça. Notre façon d'intervenir, c'est que les gens viennent à nous quand ils ont besoin par téléphone uniquement. Donc, c'est Premières ressources aide aux parents, que ça s'appelle. Puis, on se demandait, en fait, si les familles sont plus à l'aise, que ce soit mère ou père, sont plus à l'aise d'aller poser des questions lorsqu'ils sont dans la confidentialité, dans l'anonymat même. Parce que là, à partir de ce moment-là, nous, on est pas mal là-dedans parce qu'on ne voit pas, c'est par téléphone, donc on ne voit pas, on ne sait pas, c'est partout au Québec. Donc, on se demandait si c'est vraiment un point qui est important dans leur façon d'aller chercher de l'aide, là. Je pourrais pas te dire. C'est pas quelque chose qui a été soulevé. C'est pas quelque chose que j'ai vu non plus nécessairement dans les autres travaux. Je pense que au départ, c'est parce que l'anonymat, bon, ça peut protéger, mais c'est aussi, ça peut réduire le lien de confiance d'une certaine façon, de ne pas savoir. Si je me fie à ma connaissance de les sociétés, montons, ouest-africaines, parce que comme j'ai fait du terrain là-bas, puis j'ai vécu là-bas et tout ça, ce sont des relations on va dire à statut, c'est-à-dire on crée un lien avec la personne, on crée un lien de confiance et il dure dans le temps. C'est pas un contrat. L'anonymat fait un peu un côté contractuel. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr d'avoir toujours la même personne, donc tu n'as pas un allié qui s'établit dans ton rapport d'isolement. Donc, ça fonctionne bien quand tu as une crise qui va émerger, mais je pense que pour le long terme, ce qui souvent peut être un besoin sur le long terme, surtout si si les conflits sont récurrents, parce que dans certains cas, par exemple, les femmes devaient se cacher pour téléphoner parce que donc le conjoint ou la belle famille va écouter, puis pas mal faire, juste parce que tout le monde est là tout le temps, puis il va écouter, puis là, si tu veux parler de quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans beaucoup de cas, c'est le conjoint qui a amené, qui a initié la démarche d'aller voir un travail social. Puis après, c'est lui qui s'est retiré et la femme a continué parce qu'elle avait tellement besoin de parler de ce lien-là de confiance, de sortir. Et donc, des fois, l'anonymat, ça peut servir pour peut-être un moment sportif, un besoin d'urgence, mais... Je parlais pas tant d'anonymat parce que nous, on n'est pas anonymes. Eux le sont. Mais nous, on n'est pas comme moi. Quand quelqu'un m'appelle, je vais dire, moi, c'est Audrey. Si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez rappeler puis demander à me parler. Ça va me faire plaisir de poursuivre avec vous. On peut même, maintenant, avec le COVID, on prend des rendez-vous téléphoniques même au besoin. Mais ils ne voient pas mon visage. Ils ne voient pas ma belle maison. Ils ne voient pas, tu sais, mais ils ne voient pas ça. Fait que moi, je peux recommuniquer avec eux. Mais moi, je demeure, ils ne me voient pas. Puis, ma question, en fait, prend du sens dans le sens où j'ai fait des interventions à certains moments avec des personnes, que ce soit d'immigration très récente ou plus long terme, même des fois deuxième génération. Puis, j'ai remarqué que quand ils me voyaient, ça allait toujours mieux. On dirait qu'ils savaient, puis même s'ils me voyaient une fois, puis, par exemple, dans une clinique mobile ou dans une conférence ou quoi que ce soit, il avait tendance à rappeler puis à demander à parler à Audrey parce qu'il m'avait vu, moi. Puis, par contre, les gens qui ne nous voient pas nécessairement, c'est pas là. Fait que c'était d'où ma question, là, savoir si c'est vraiment je l'ai remarqué aussi, c'est-à-dire, j'ai pas de données scientifiques pour venir l'appuyer, mais je l'ai remarqué aussi dans différents projets où est-ce que, par exemple, là, avec le COVID, on essaye d'aller en virtuel ou on essaie, puis sans le premier contact avec beaucoup, c'est dur de pérenniser le lien. C'est dur de maintenir, puis ce sont des sociétés, dans la société avec qui j'ai travaillé, qui sont basées sur l'oralité. Donc, la communication orale, c'est hyper important. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas te faire confiance, mais je pense que pour rentrer dans maintenir l'intervention, puis que celle-ci revienne, c'est un petit peu plus facile. Après, ça peut être aussi laissé au choix. C'est toujours de laisser au choix. Mais oui, il y a des chances que ça soit plus facile. Parfait. C'est aussi ce que j'avais observé, mais je voulais savoir si c'était... Ça correspond aussi à ce que je vois au quotidien, puis à ce que je connais aussi, surtout de cette population-là. Il y a peut-être d'autres communautés qui vont être plus refermées. Ça dépend toujours aussi de la façon dont les liens se créent ou comment ils sont valorisés dans une famille ou dans un système social. Mais c'est vrai quand même que pour le long terme, c'est pratiquement juste, s'ils nous ont vu que ça fonctionne, mais pour les moments de crise, ils sont contents
qu'on ne sache pas ils sont qui, puis de ne pas savoir parce que ça n'a aucune implication. Tu sais, quand vous parliez tantôt de la belle famille, des autres services, par exemple, quand les enfants sont à l'école, garderie, ben nous, on ne sait pas c'est qui, donc ça, ils se sentent rassurés puis ils se sentent plus ouverts. Donc, c'est vraiment peut-être que ça dépend plus du moment ou du type de conflit ou de ce qui va venir, ce qui est vécu et ce qu'elle souhaite faire comme trajectoire, comme tel. Parfait. Ben, merci beaucoup. De rien. Merci. Donc, autre question de Chantal Bayard. Bonjour Marie-Ève, merci beaucoup pour ta présentation. J'aurais une question au sujet des causes de conflits les plus fréquentes. Donc, tu as parlé de la question du contrôle et de la violence. J'aimerais savoir si ces manifestations de contrôle et de violence précédaient finalement l'immigration. Et si oui, et comment ça s'est transformé? Puis, est-ce que les personnes que tu as interrogées, justement, est-ce que leur vision de ces conflits et tout ça s'est aussi transformé à travers le processus? Oui. En fait, dans la plupart de tous les cas, la violence n'était pas là avant. Elle est arrivée par la suite. Par contre, et c'est surprenant que je me surtout. Je ne m'attendais pas à avoir autant de violence. C'est pas parce que, peut-être que c'est l'échantillon, peut-être aussi c'est où on collecte. Donc, c'est vraiment important de ne pas penser que toutes ces communautés-là il y a plus de violence conjugale ou pas. Je ne peux pas le valider, je ne peux pas le confirmer. Ce qui se passe, c'est que la violence est toujours, même sur le terrain, au Burkina Faso, c'est toujours une possibilité. La violence conjugale est une possibilité parce que la société ou la famille va la pardonner d'une certaine façon. Elle est contre, mais elle va la pardonner. Et il n'y a pas donc, c'est aussi, quand on pense aussi à l'idée de il peut être mauvais, c'est déjà mis dans la tête de la socialisation. C'est présent. Donc, quand elle arrive ici, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a une montée de violence qui est constatée parce qu'il y a une perte de contrôle de la famille, de l'environnement. Et ça, c'est assez bien étudié, c'est-à-dire que soit qu'il va y avoir une modification des comportements, soit qu'il va y avoir une augmentation de la violence qui va apparaître, parce que justement, c'est des grosses pertes qui se produisent, là, des pertes identitaires, des pertes de rapport à soi, de vision de l'autre, le fait que beaucoup plus de violence des hommes envers les femmes, bien que ils sont plus le pourvoyeur. Ils sont déqualifiés professionnellement. Leur femme devient la chef de famille d'une certaine façon. Ils ont perdu leur repas. La société aussi les reconnaît plus comme des chefs de famille dans une certaine mesure. Et au contraire, ils vont beaucoup arriver en disant « Ah, le Québec, c'est une société pour les femmes, le droit des femmes, tout est pour les femmes. » Et là, pas parce que c'est complètement vrai ou quoi que ce soit, puis c'est pas pour les accuser, c'est dur, ça devient lourd. Et là, il y a une tangente vers la perte de contrôle et là, on voit apparaître, et ça se devient graduel. La violence psychologique ou le contrôle des finances. C'est comme si on exacerbait, plutôt que de renégocier au départ les rôles de gens ou les tâches ou on va exacerber ceux-ci, on va renforcer la division, puis lorsque les attentes ne sont pas respectées, ce qui amène plus de contrôle, ce qui amène des fois, après, on déborde vers la violence. Et c'est comme un processus de gradation. Donc, dans tous les cas, moi, j'ai rencontré, il n'y en avait pas au départ, mais elle est possible. Elle est comprise comme possible. Et après, il arrive et ça se produit. Et là, quand ça devient trop, quand les enfants sont en danger, c'est là que, d'une certaine façon, le point de rupture va arriver pour la femme. Et parce qu'elle a tout d'un coup accès à un service qui va lui dire qu'il y a un centre d'hébergement. Je donne un exemple un peu historique, mais avant les centres d'hébergement au Québec, les femmes dénonçaient pas la violence conjugale. Il n'y en avait pas moins, il n'y en avait pas où tu vas aller. Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire que s'ils ne sont pas au courant qu'il existe ça, s'ils sont pas. Ils ont une perception de la police qui peut être mauvaise, bien que dans les 10 premières années, généralement, ils ont une perception de la police, ils viennent d'endroits où la police est des fois plus dure, plus intimidante envers les femmes. Donc, et oui, ils vont graduellement changer cette perception-là parce qu'ils vont, pour beaucoup, sur le coup, elles ne l'acceptent pas. Ils n'ont jamais été contentes de vivre la violence conjugale. Elles ne sont pas dans l'acceptation, c'est juste elles vont se retirer graduellement de la relation jusqu'à temps d'avoir leur point de rupture. Je ne sais pas si c'est plus clair ou...
par rapport un peu à l'évolution de ça. Là. Oui, parce que justement, c'est intéressant de voir que bien que la possibilité de violence, c'est-à-dire que l'acceptation d'une certaine possibilité de violence dans leur pays d'origine, mais qu'elles n'ont pas nécessairement vécu ce type de violence-là, mais qu'arriver ici, dans une société qui est perçue comme plus égalitaire, ben là, à cause des différents changements que tu viens d'expliquer, ben il y a une escalade finalement de la violence qui fait que ça les amène à quitter leur domicile ou à chercher d'autres options. C'est intéressant. Et aussi ici, c'est que la possibilité de quitter, c'est que l'État va en prendre soin aussi. C'est-à-dire que des fois, dans certains pays, je pense, ben, il n'y a pas de ce tissu social-là qui fait qu'en cas de rupture, tu as une allocation, tu as quelque chose ou tu as un soutien. Et ça change beaucoup de choses de ne pas avoir la présence du tissu social qui rend aussi encore plus le divorce socialement acceptable d'une certaine façon, culturellement acceptable. Donc, ça aussi, ça varie. Mais ce qui est vraiment important, c'est vraiment on change de contexte. En changeant de contexte, on exerce la pression, cette pression-là. Et donc, c'est pas la société d'accueil. En fait, je pense que c'est important de le dire. On sait que la société d'accueil doit avoir une responsabilité au niveau de l'intégration des familles immigrantes. Mais en fait, il ne faut jamais oublier que la famille immigrante n'est pas en interaction avec une société d'accueil. Elle est en interaction avec des personnes qui eux-mêmes représentent soit des fonctions, des groupes, des professions. Donc, c'est pas tout l'environnement, c'est les rencontres qui vont être faites, comment, et ce qui va renforcer ou infirmer ou confirmer une norme qui va amener un changement. Mais c'est pas toute une grosse société qui est sur la famille dessus. Mais souvent, on l'oublie parce que les politiques sont pensés en disant « Ah, le Québec va faire ça », mais c'est pas le Québec, c'est les personnes rencontrées. Le Québec crée à la limite une gouvernance, une atmosphère. Mais c'est pas comme ça que l'intégration se fait d'une certaine façon, de mon point de vue. Donc, pour l'instant, je pense que je crois qu'on est couvert. Donc, écoute, Marie-Ève, je te remercie encore pour cette présentation vraiment très, très éclairante, très stimulante. Merci beaucoup. Et je pense qu'Héloïse, il y a peut-être un petit mot de la fin. Merci beaucoup, Marie-Ève. Je me présente, je suis la coordonnatrice du partenariat de recherche famille en mouvance, justement, Maud Pugliese. Donc, merci beaucoup et un merci dernièrement à Maud qui l'a pas mentionné au début, mais qui gérait le projet des conférences midi de cette année. Donc, c'est aussi grâce à elle qu'on a pu avoir la présence de Marie-Ève avec nous aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous remercie énormément, puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi.